Jeanne Eyre de Charlotte Brontë, lecture de Sylvie Morel-Pinatel. Chapitre 13. Mr. Rochester avait dû se coucher tôt ce soir-là, et, obéissant sans doute au conseil du médecin, il se leva tard le lendemain matin. Ses hommes d'affaires l'attendaient et nous dûmes, Adèle et moi, quitter la bibliothèque pour leur céder la place. Nous installâmes notre salle d'études à l'étage. Thornfield sortit ce matin-là de son silence religieux. La sonnette retentissait d'heure en heure. Des voix inconnues résonnaient. Le monde extérieur faisait irruption dans cette retraite. La maison avait un maître. Cela me convenait tout à fait. Il fut difficile de faire travailler Adèle. Elle ne tenait pas en place, car Mr. Rochester lui avait laissé entendre que, lorsque ses bagages arriveraient de Millcote, on trouverait certainement une petite boîte pleine d'intérêt pour elle. Je dus me fâcher pour qu'elle restât tranquille. Elle se rattrapa en bavardant sur son ami, Mr. Edward de Rochester, comme elle disait. J'ignorais jusqu'alors son prénom. Et cela doit signifier qu'il y aura là-dedans un cadeau pour moi. Et peut-être pour vous aussi, mademoiselle. Monsieur a parlé de vous. Il m'a demandé le nom de ma gouvernante. Et si elle n'était pas une petite personne mince et pâle? J'ai dit que oui, car c'est vrai, n'est-ce pas, mademoiselle? À la fin de l'après-midi, je permis à Adèle de descendre. Au silence qui s'était fait à nouveau, je jugeais que Mr. Rochester en avait terminé avec ses entretiens. Resté seul, j'allai à la fenêtre, mais il n'y avait rien à voir. Une neige serrée tombant dans le crépuscule et le brouillard empêchait de distinguer fût-ce les buissons de l'allée. Je retournai au coin du feu et m'inventai un paysage dans les tisons clairs. Mrs. Fairfax entra, dispersant et cet échafaudage et les pensées sombres qui commençaient à m'accabler. Mr. Rochester serait heureux qu'Adèle et vous-même preniez le thé avec lui au salon. Il a eu tellement à faire qu'il n'a pas pu vous voir plus tôt. À quelle heure? À 6 heures. Voulez-vous aller changer de robe? Voici une bougie. Est-ce nécessaire que je change de robe? Il vaut mieux. Je m'habille toujours le soir, quand Mr. Rochester est là. Ce protocole me parut un peu exagéré. Je montai toutefois dans ma chambre et troquai ma robe de laine contre une robe de soie noire. Je n'avais que 2 robes un peu élégantes. Quelle notion de coquetterie aurait-on pu acquérir à Lowood? Et là-bas, je ne les avais jamais mises, faute d'occasion. Je n'avais aucune habitude des étrangers, et ce m'était une épreuve de paraître devant Mr. Rochester, si solennellement mandé. Je me tins dans l'ombre de Mrs. Fairfax pour entrer dans la salle à manger. Pilote se prélassait au coin du feu. Adèle à genoux près de lui. Sur un canapé, Mr. Rochester se reposait, le pied sur un coussin. Je reconnus bien mon voyageur. Ses sourcils broussailleux, son front carré sous les cheveux noirs, son nez remarquable, plus par son caractère que par sa beauté, ses larges narines dénotant un tempérament violent, et sa bouche sévère. Son corps était en harmonie avec son visage, trapu et sans grâce, mais de silhouette athlétique, torse large et hanche étroite. Il nous avait certainement entendu entrer, mais il ne leva pas la tête. « Voici Miss Eyre, monsieur, » dit Mrs. Fairfax de sa voix tranquille. Il s'inclina sans quitter son chien des yeux. « Que Miss Eyre veuille bien s'asseoir, » dit-il d'un ton si rogue que cela signifiait « Qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle soit là ou non ?» Instantanément, je fus à l'aise.
Trop de courtoisie m'eût trouvé embarrassée à répondre. Mais cette humeur, désagréablement capricieuse, ne me soumettait à aucune obligation. En outre, il piquait ma curiosité. Je me demandais ce qu'il ferait ensuite. Il ne parla ni ne bougea. Et Mrs. Fairfax, pensant que quelqu'un, du moins, devait faire des frais d'amabilité, soutint un monologue. Elle le plaignit d'avoir eu tant de travail ce matin, de cette douloureuse foulure qui n'arrangeait rien. Elle loua la patience avec laquelle il l'acceptait. « Madame, j'aimerais bien monter », fut le seul encouragement qu'elle reçut. Elle se hâta de sonner, puis, lorsque l'on eut apporté le plateau, de préparer les tasses. « Voulez-vous servir monsieur, mademoiselle? Je crains qu'Adèle ne renverse la tasse, » me dit Mrs. Fairfax en me l'attendant. Comme il me la prenait des mains, Adèle jugea le moment propice à faire une démarche en ma faveur. « N'est-ce pas, monsieur, qu'il y a aussi un cadeau pour mademoiselle dans vos bagages? »« Qui parle de cadeau ?» dit-il d'un ton bourru. « Vous attendiez donc un cadeau, Miss Eyre? Vous aimez les cadeaux ?» Il chercha mon regard de ses yeux sombres, irrités, scrutateurs. « Je ne peux pas le savoir. J'en ai bien peu l'expérience. On dit qu'ils sont choses agréables. On dit. Mais vous, qu'en pensez-vous? Cela demande réflexion, monsieur. Un cadeau peut se présenter de manière très différente, n'est-ce pas? Il faudrait envisager toutes ces manières avant de se prononcer. Miss Eyre, vous n'êtes pas aussi naturelle qu'Adèle. Dès qu'elle m'aperçoit, elle réclame un cadeau à corps et à cri. Vous coupez les cheveux en 4. Je n'ai pas les mérites d'Adèle. Elle peut s'en référer à l'ancienneté de votre amitié, au droit créé par l'habitude, car elle m'a confié que vous la gâtiez. Je suis une étrangère, et je n'ai rien fait qui puisse me permettre d'attendre quoi que ce soit. Là, ne tombez pas dans la fausse modestie. J'ai fait subir un petit interrogatoire à Adèle, et j'ai découvert que vous vous étiez donné beaucoup de peine pour elle. Elle n'est ni brillante, ni douée, et pourtant, elle a fait de sérieux progrès en peu de temps. Eh bien, monsieur, voici mon cadeau, et je vous en remercie. Quoi de plus réconfortant pour une maîtresse que d'entendre faire l'éloge des progrès de son élève? Émit Mr. Rochester en buvant son thé. Lorsqu'on eut emporté le plateau et que Mrs. Fairfax se fut retirée dans un coin de la pièce avec son tricot, il me dit « Venez, près du feu. » Adèle aurait voulu s'asseoir sur mes genoux, mais l'ordre lui fut intimé de jouer avec Pilote, et j'obéis. « Il y a 3 mois, n'est-ce pas, que vous êtes dans ma maison? »« Oui, monsieur. »« Et vous venez de l'institution de Lowood. »« Ah, une fondation de charité. Et vous y avez passé combien de temps? » « 8 ans, monsieur. »« 8 ans? Vous devez avoir la vie chevillée au corps. Ce n'est pas étonnant que vous ayez ce petit air irréel. Je me demande où vous avez pu prendre ce visage. Quand vous êtes venu à moi sur ce chemin hier au soir, je me disais bien que vous sortiez d'un conte de fées et que vous aviez jeté un sort à mon cheval. Où sont vos parents? Je n'en ai pas. Et vous n'en avez jamais eu, je suppose. Vous en souvenez-vous? Non. J'en étais sûr. De sorte que hier, assis sur cette pierre, vous attendiez vos pareils.
Qui donc, monsieur? Les Farfadets. La lune se levait justement pour eux. Mais que vous avais-je fait pour que vous étendiez cette maudite couche de glace sur mon chemin? Les Farfadets, dis-je sur le même ton sérieux que lui, ont quitté l'Angleterre il y a des centaines d'années. Je n'ai pu en discerner aucune trace, ni dans les moissons estivales, ni sous la lune d'hiver. Mrs. Fairfax avait laissé tomber son tricot et levait des sourcils effarés, se demandant quelle sorte de conversation cela pouvait bien être. « Eh bien, sans père ni mère, vous devez bien avoir quelque parenté. »« Personne que je connaisse. »« Et votre maison ?»« Je n'en ai point. »« Vos frères et sœurs ?»« Point non plus. »« Et qui vous a conseillé de venir ici ?»« J'avais mis une annonce, et Mrs. Fairfax a répondu. »« Oui, » dit la vieille dame qui se rassurait quant à la tournure de la discussion. « Et je bénis le ciel, chaque jour, de nous avoir envoyé Miss Eyre. C'est une compagne irremplaçable pour moi, une institutrice pleine de gentillesse et de compétence. Ne vous donnez pas la peine de m'en faire l'éloge, repartit Mr. Rochester. Je ne suis pas influençable, et je juge par moi-même. Elle a commencé par faire tomber mon cheval. Monsieur, s'étonna Miss Fairfax. Je lui suis redevable de ma foulure. La vieille dame parut littéralement bouleversée et ébahie. Miss Eyre, avez-vous jamais vécu dans une ville? Non, monsieur. Avez-vous fréquenté la société? Personne. Sinon les maîtresses et les élèves de Lowood. Et enfin, les familiers de votre maison. Avez-vous beaucoup lu? Seulement ce que j'ai pu trouver. C'est peu. Vous avez donc vécu comme une nonne. Il va sans dire que vous êtes très religieuse. Brocklehurst, le directeur de Lowood, est pasteur, si je suis bien renseigné. Oui. Et vous autres filles, vous le vénériez, bien entendu. Certes non. Quelle froideur! Certes non. Une religieuse se doit de vénérer son directeur de conscience. Cela sent le blasphème. Je détestais Mr. Brocklehurst. C'est un homme impitoyable, à la fois pompeux et mielleux, avare par-dessus le marché. Il coupait nos cheveux et, par économie, nous donnait des aiguilles avec lesquelles nous ne pouvions coudre. Économie mal placée, remarqua Mrs. Fairfax. Et quel était son péché capital? Il nous faisait mourir de faim, nous assommait d'interminables sermons et nous terrorisait en nous parlant de l'enfer. Quel âge aviez-vous quand vous êtes entré à Lowood? 10 ans. Et vous y avez passé 8 ans, donc vous en avez 18 à présent. J'acquiesçais. L'arithmétique est chose utile, voyez-vous. Sans elle, jamais je n'aurais découvert votre âge. C'est difficile quand on a affaire à un visage aussi mobile et changeant que le vôtre. Et qu'avez-vous appris à Lowood? Jouez-vous du piano? Un peu. Bien sûr, c'est la réponse traditionnelle. Allez dans la bibliothèque, laissez la porte ouverte et jouez-moi quelque chose. S'il vous plaît, veux-je dire. J'ai l'habitude de donner des ordres ici et je ne puis changer si vite ce ton de commandement. Au bout d'un instant, il me rappela. Oui, vous jouez ni mieux ni plus mal que toutes les écolières anglaises. Peut-être moins mal que certaines. Et il poursuivit. Adèle m'a montré quelques-uns de vos dessins ce matin. Je pense qu'on vous a aidé à les faire.
Oh non, m'écriai-je. Bon, nous avons un peu piqué votre orgueil. Allez donc me chercher votre carton. Mais soyez très honnête, car j'ai bon œil. Vous en jugerez par vous-même, monsieur. Je lui apportai mon carton et il passa en revue mes dessins. Il en mit 3 à part. Je constate en effet que tout est de la même main. Et cette main, c'est bien la vôtre. Oui. Et où avez-vous trouvé le temps de faire ces dessins? Pendant les vacances à Lowood. Les sujets, où les avez-vous pris? Dans ma tête. Cette tête que je vois sur vos épaules? Oui, monsieur. Est-elle meublée d'autre chose de ce genre? Sans doute, du moins j'aimerais le croire. Les dessins qu'il avait choisis se trouvaient être des motifs assez particuliers. C'étaient des aquarelles, qui n'avaient réussi à traduire qu'imparfaitement ce que j'avais rêvé. Un ciel livide sur une mer d'orage, sur un mât échoué, un sombre cormoran emportait en son bec un bracelet étincelant. Et, dans la transparence de l'eau verte, un noyer dont seul le bras émergeait tout à fait. Une fille sauvage, échevelée dans une lumière crépusculaire, portait à son front vaporeux une étoile. Une tête colossale, au regard fixe et désespéré, soutenue entre 2 mains maigres, appuyait son front à une banquise. Cependant qu'un pâle croissant de clarté couronnait ce qui représentait la forme qui n'a point de forme. Étiez-vous heureuse quand vous avez dessiné cela? Demanda soudain Mr. Rochester. J'étais heureuse, oui, car le dessin est le plus grand bonheur que je connaisse. Ce qui n'est pas un critère. D'après ce que vous me dites, vos plaisirs ont été minces. Mais là, la porte des songes vous était en effet ouverte. Y passiez-vous de longues heures? Je n'avais rien d'autre à faire. Aussi y passais-je mes journées. Et vous étiez satisfaite du résultat de vos efforts? Loin de là. Je n'éprouvais que le sentiment de mon impuissance à traduire ma pensée. Vous en avez toutefois fixé l'ombre. Il vous manque la science de l'artiste, mais ces dessins sont fort étranges pour une écolière. Et l'étoile du soir, vous avez dû la voir en rêve. C'est bien. Maintenant, rangez-les. Je renouai les attaches du carton lorsqu'il regarda sa montre et dit abruptement. « À quoi pensez-vous, Miss R? Il est 9 heures, et Adèle n'est pas encore couchée. » Il nous congédia, nous souhaita froidement bonne nuit. Rejoignant Mrs. Fairfax, je ne pus retenir un commentaire. « Vous m'avez dit que Mr. Rochester n'avait pas d'originalité particulière. »« Eh bien, en a-t-il ?»« Il me semble brusque et changeant. C'est bien ainsi qu'il doit apparaître à un étranger, mais je le connais trop bien pour prêter attention à cela. D'ailleurs, il faut avoir de l'indulgence pour ces sautes d'humeur. » « Pourquoi ? » ?»« D'une part, parce que c'est dans sa nature, et nul ne peut rien contre le tempérament. D'autre part, parce que des pensées douloureuses le tourmentent. Pour quelle raison ? Des ennuis de famille. Mais il n'a pas de famille. Il en a eu, et il a perdu son frère aîné il y a 9 ans. Son frère aîné, lui était-il si attaché? Non, je ne pense pas. Il y avait entre eux bien des dissensions. Mr. Roland Rochester montait son père contre Mr. Hayward. Le vieux monsieur aimait l'argent et désirait que le domaine ne fût pas morcelé. Mais il tenait à ce que le cadet eût aussi de la fortune. Ils ont pris dans ce but des dispositions injustes, dont j'ignore la nature précise, mais dont lui a beaucoup souffert.
Il ne pardonne pas facilement. Il rompit avec sa famille et depuis des années mène une vie instable. Je crois bien qu'il n'est jamais resté plus de 15 jours de suite à Thornfield. On dirait qu'il évite d'y venir. Pourquoi? Je pense qu'il trouve cette demeure mélancolique. J'aurais bien aimé avoir de plus amples détails, mais Mrs. Fairfax ne pouvait ou ne voulait pas m'en donner davantage. Il semblait, d'ailleurs, qu'elle en était réduite aux conjectures, et qu'il y avait un mystère qu'elle n'avait pas éclairci. Chapitre 14. Les jours suivants, je vis peu Mr. Rochester. Le matin, il était très pris par ses affaires. L'après-midi, il avait souvent des visites. Puis, lorsqu'il fut mieux, il sortit fréquemment à cheval, ne rentrant que tard dans la soirée. Il ne m'avait jamais fait demander, ni Adèle, et nos brèves rencontres avaient lieu dans les corridors. Tantôt, il me saluait avec une froideur hautaine, tantôt avec une souriante gentillesse. Sachant que je n'étais pour rien dans ces sautes d'humeur, je ne m'en offensais pas. Un beau soir, pourtant, on me fit savoir qu'Adèle et moi étions attendus au rez-de-chaussée. Je brossais les cheveux de l'enfant et jetais dans le miroir un coup d'œil à mon air de coiqueresse, puis nous descendîmes. Adèle se demandait si son cadeau était enfin là, car à la suite de quelque erreur, les bagages avaient été retardés. Sur la table de la salle à manger se trouvait en effet un paquet. « Mon cadeau !» s'écria-t-elle. « Oui, dit-il, il est là. Allez l'ouvrir dans un coin. » Vrai enfant de Paris, émit la voix profonde et quelque peu sarcastique de Mr. Rochester. « Et débrouillez-vous, et ne m'ennuyez pas avec des questions. Tenez-vous tranquille, enfant, voulez-vous » Adèle ne semblait pas avoir besoin de cette recommandation, car elle s'était retirée pour ouvrir son paquet sur un canapé et se bornait à des exclamations extasiées. Et Miss R. est-elle là? Ajouta-t-il en émergeant des profondeurs d'un fauteuil et se tournant vers la porte sur le seuil de laquelle je me tenais encore. « Eh bien, venez. Asseyez-vous. » Il m'approcha un fauteuil près du sien. En vieux célibataire que je suis, je n'apprécie guère le babillage des enfants. Je serais bien emprunté de passer une soirée en tête-à-tête avec un mioche. Ne retirez pas votre fauteuil, Miss R. Laissez-le exactement où je l'ai mis. Si vous le voulez bien, du moins. L'esprit simpliste des vieilles dames ne m'enchante guère non plus. Mais je ne veux pas négliger la mienne. C'est une Fairfax, après tout. Par alliance, d'ailleurs. Et l'on dit que le sang est un lien plus épais que l'eau. Il sonna. Mrs. Fairfax, si vous voulez accomplir la bonne action de votre vie, venez vous occuper d'Adèle. Et maintenant que j'ai réparti le bonheur entre mes hôtes, je vais m'occuper de mon propre plaisir. Voulez-vous bien rapprocher votre fauteuil, Miss R, je vous prie. Faute de quoi, je ne puis vous voir sans faire des contorsions, ce que je ne saurais envisager. J'aurais préféré rester un peu dans la pénombre, mais il avait une manière de dire les choses qui forçait l'obéissance. Nous étions dans la salle à manger. Le lustre était allumé, le feu brillait, vif et rouge. On n'entendait que les chuchotements d'Adèle, qui n'osait parler fort, et la pluie qui cinglait les vitres derrière les lourdes tentures. Mr. Rochester n'avait pas son habituel air rébarbatif. Un sourire adoucissait ses lèvres. Il appuyait sa crinière noire au coussin du fauteuil, et le reflet du feu dansait dans ses larges yeux sombres, car il avait d'admirables yeux. Tandis que son regard s'attardait à la flamme, je l'observais.
il surprit brusquement mon attention. « Alors, est-ce que vous me trouvez beau ?» Si j'avais pris le temps de réfléchir, j'aurais fait une réponse évasive et polie. Mais je fus spontané. « Non, monsieur. » « Ma parole, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez l'air d'une petite sainte, tranquille, simple et grave, avec vos mains croisées devant vous et vos yeux baissés, sauf quand par hasard vous me dévisagez. Et tout à coup, quand on vous pose une question au dépourvu, vous répondez sans embâge. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Monsieur, je m'excuse. Ce n'est pas si simple. En matière de beauté, les goûts diffèrent. Et d'ailleurs, elle a si peu d'importance. Si peu d'importance, vraiment. Alors, au lieu de me rassurer, vous me retournez le couteau dans la plaie. Allez-y, que me reprochez-vous? Je crois qu'il ne me manque rien pourtant. Ne suis-je pas fait comme les autres hommes? Permettez-moi de revenir sur ma réponse. C'était une bévue. Exactement ce que j'en pense. Mais vous devrez en répondre. Maintenant, critiquez-moi. Est-ce mon front qui vous déplaît? Il releva sa rebelle chevelure sur un front solide et intelligent. Eh bien, ai-je l'air idiot? Bien au contraire, monsieur. Mais si en retour, je vous demande si vous êtes philanthrope, me trouverez-vous insolente? De nouveau le couteau. Et cela parce que j'ai dit que la société des enfants et des vieilles dames, parlons bas, m'ennuyait. Non, mademoiselle, je ne suis guère philanthrope, mais j'ai une conscience. En outre, autrefois, j'avais le cœur tendre. Quand j'avais votre âge, j'étais sensible, compatissant envers les opprimés. Mais la vie m'a malmené. Et à présent, je me flatte d'être aussi dur et tanné qu'une vieille balle de caoutchouc. Vulnérable encore sur un ou deux points. Croyez-vous que cela me laisse quelque espoir? Espoir de quoi, monsieur? De voir le caoutchouc redevenir chair. Il a peut-être trop bu, pensai-je, mystifié par la question. Vous avez l'air médusée, Miss Eyre, et bien que vous ne soyez pas plus jolie que je ne suis beau, cet air vous convient très bien. D'ailleurs, il est de bon ton que vos yeux s'absorbent au dessin du tapis plutôt qu'à ma physionomie. Jeune fille, je me sens ce soir sociable et communicatif. Sur cette déclaration, il se leva et s'accouda au marbre de la cheminée. Debout, il paraissait plutôt trapu. Certains, peut-être, pouvaient le trouver laid, mais il y avait tant de noblesse dans sa prestance, tant d'élégance dans sa manière, tant d'évidente indifférence à son aspect extérieur, tant de hautaine confiance dans la puissance d'autres qualités, qu'on oubliait la rudesse de ses traits pour céder à son charme. Je me sens ce soir sociable et communicatif, répéta-t-il. C'est pourquoi je vous ai fait chercher. La compagnie du feu et du chandelier ne me suffisait plus. Ni Pilote, qui ne parle pas. Adèle ne vaut guère mieux. Mrs. Fairfax non plus. Tandis que vous me conviendrez parfaitement si vous y mettez un peu du vôtre. Vous m'avez déjà étonné le premier soir où je vous ai vu. Puis je vous ai presque oublié, tant j'ai eu de choses en tête. Mais ce soir, je suis décidée à fuir mes soucis, à me laisser aller. Et j'aimerais que vous me parliez de vous. Je souris sans répondre, d'un sourire rétif et sans complaisance. « Allons, parlez-moi » pressa-t-il. « De quoi, monsieur »
De tout ce que vous voudrez. Je vous laisse libre du sujet. Je me tue. S'il se figure que je vais parler pour ne rien dire, il se trompe, pensai-je. Êtes-vous muette, Miss R? Je l'étais. Alors il pencha son visage vers le mien et son regard rapide dans mes yeux. Entêté et offensé. Mais j'ai émis ma demande d'une façon insolente, il est vrai. Miss R, je vous demande pardon. Une fois pour toutes, considérez-moi comme votre égale. Je ne réclame d'autre supériorité sur vous que celle de l'âge et de l'expérience. 20 ans de plus et des siècles d'expérience. C'est légitime, n'est-ce pas? En vertu de cette supériorité-là, et de celle-là seulement, soyez assez bonne pour me parler un peu maintenant, pour me distraire de mes pensées, d'une triste obsession fichée en moi comme un clou rouillé. Il daignait s'expliquer. Je n'y fus pas insensible, et ne désirais pas le feindre. Je veux bien vous distraire, si je le peux. Je ne demande pas mieux, mais je ne sais pas ce qui pourrait vous intéresser. Posez-moi des questions, voulez-vous? Tout d'abord, me reconnaissez-vous le droit d'être un peu autoritaire et abrupt? Je pourrais être votre père. J'ai bourlingué sur la moitié de la terre. Je me suis débattu dans d'innombrables expériences, tandis que vous avez vécu confiné parmi les mêmes personnes. Comme il vous plaira, monsieur. Ce n'est pas une réponse, ou plutôt c'est une réponse irritante. Soyez net. Eh bien, je ne pense pas que ce soit votre expérience qui vous confère ce droit, mais l'usage que vous en avez fait. C'est vite dit. J'en ai fait un usage bon et mauvais à la fois. Mais laissons cela. Pouvez-vous accepter parfois mes ordres sans être blessé par mon ton impératif? Le pouvez-vous? Je souris. Il est étrange, me disais-je. Il paraît oublier qu'il me donne 30 livres par an pour accepter ses ordres. Il ne suffit pas de sourire. Répondez-moi. Je pensais que bien peu de maîtres se soucient de savoir si leurs subordonnés, payés pour recevoir des ordres, en sont ou non blessés. Leurs subordonnés, payés? Vous seriez ma subordonnée? Ah oui, je vous paie. Eh bien, sur ce terrain mercantile, m'autorisez-vous à vous rudoyer parfois? Non, monsieur, pas sur ce terrain-là. Mais parce que vous vous inquiétez de ce que l'on peut éprouver, je vous dis oui de grand cœur. Et me dispenserez-vous des formes conventionnelles de politesse sans penser que je les omets par insolence? Sans doute, monsieur. Je ne saurais confondre l'absence de cérémonie et l'insolence. J'aime la première. Quant à la seconde, aucun être libre ne s'y soumettrait, même pour de l'argent. Quelle blague! La plupart de ces êtres libres font n'importe quoi pour de l'argent. Ne vous aventurez pas à parler de choses que vous ignorez tout à fait. Malgré son inexactitude, cette réponse me va droit au cœur. Elle est franche et sincère. Il n'y a pas une gouvernante sur 1000 qui m'aurait répondu ainsi. Mais je n'ai pas l'intention de vous flatter. Si vous êtes coulé dans un moule différent, vous n'y avez aucun mérite. La nature en a décidé. Et après tout, je ne dois pas tirer des conclusions hâtives. Je ne vous connais pas encore assez. Vous avez peut-être des défauts insupportables pour compenser quelques qualités. Vous aussi, pensai-je. Il lut cette réponse dans mes yeux. Bien sûr, vous avez raison. J'ai beaucoup de défauts moi-même. Je le reconnais.
Je n'ai pas le droit de juger sévèrement les autres. Si je me tourne vers mon passé, force m'est bien de voir qu'autrui pourrait blâmer ironiquement nombre de mes actes. Mais tous les coupables invoquent l'excuse d'une destinée malheureuse. Je n'y échappe pas. J'ai été engagé sur une mauvaise voie à 21 ans, et je n'ai jamais pu retrouver le droit chemin. Mais j'aurais pu être différent. J'aurais pu être aussi bon que vous, et plus avisé, presque sans tache. Je vous envie votre paix intérieure, votre conscience pure, votre mémoire sans souillure. Petite fille, cette mémoire intacte doit être un trésor merveilleux, une source fraîche, n'est-ce pas? Qu'en était-il de votre mémoire quand vous aviez 18 ans, monsieur? Rien que des souvenirs limpides. J'étais comme vous. La nature voulait faire de moi un homme intègre et bon, Miss R. Comme vous le voyez, ce n'est pas ce que je suis. Je lis dans vos yeux comme dans un livre ouvert. Mais n'allez pas croire que je suis un monstre. Je ne suis qu'un pécheur modeste, abandonné aux dissipations des riches et des gens sans ressources intérieures que je fréquente. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout cela? Sachez pour l'avenir que vous vous attirerez encore des confidences. D'autres que moi sentiront que vous préférez les écouter plutôt que de parler de vous-même, que vous mettrez à les écouter non point un mépris malveillant, mais une secrète sympathie, d'autant plus réconfortante qu'elle est discrète. Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous deviner tant de choses? Je le sais. C'est pourquoi je vous parle avec la liberté que je mettrais à écrire mon journal. Vous pensez que j'aurais dû dominer les circonstances? Je ne l'ai pas pu. Quand le sort m'a malmené, je n'ai pas su garder la tête froide. J'ai désespéré et je me suis perdu. Maintenant, quand un pervers médiocre me soulève de dégoût, je me dis que je ne vaux guère mieux. Si vous êtes tenté une fois, Miss R, souvenez-vous que le remords empoisonne la vie. On dit que le repentir le guérit, monsieur. Le repentir ne le guérit pas. Le remède serait de changer de conduite, et j'en ai la force. Mais à quoi bon y songer, dans l'accablante malédiction qui est mon sort? À quoi bon? Et puisque le bonheur m'est refusé à jamais, j'ai bien le droit au moins de prendre le plaisir. Et je le prendrai, quoi qu'il en puisse coûter. Alors, vous vous perdrez encore davantage. C'est possible. Mais pourquoi me perdrais-je? Si je puis trouver un plaisir aussi doux et fin que le miel que butinent les abeilles sur la lande, il risque, monsieur, de vous paraître amer. Qu'en savez-vous? Vous n'y avez pas goûté. Quelle gravité, quelle solennité est la vôtre, puisque vous êtes aussi ignorante en la matière que le buste qui est sur la cheminée. Vous n'avez pas le droit de me faire la morale, vous qui n'avez pas franchi le porche de la vie et à qui aucun mystère n'a encore été révélé. Je ne fais que reprendre vos propres paroles, monsieur. Vous venez de me dire que le remords était le poison de l'existence. Mais qui parle de péché en ce moment? Je ne peux pas croire coupable la pensée qui palpite soudain au fond de moi. C'est une inspiration, non une tentation. Elle est apaisante. Ce n'est pas un démon, rassurez-vous, mais un ange de lumière. Devrais-je fermer mon cœur à une si douce apparition? Méfiez-vous, c'est un faux ange. Encore une fois, qu'en savez-vous?
Quelle confiance vous avez dans votre instinct pour croire que vous savez discerner le mauvais ange du séraphin, le guide du séducteur. J'en juge d'après votre seul visage, monsieur. Cette inspiration, comme vous dites, va vous faire souffrir si vous vous y abandonnez. Pas du tout. Il m'apporte le plus gracieux des messages. Et puis, êtes-vous la gardienne de mon âme? Viens, mon ange errant. En disant cela, il étreignait entre ses bras forts une vision de lui seul connue. Maintenant, dit-il en s'adressant de nouveau à moi, je suis réconforté. J'ai accueilli le pèlerin, mon cœur était un charnier, il est devenu un sanctuaire. Pour tout dire, monsieur, je ne vous suis plus. Votre conversation est trop hermétique pour moi. Tout ce que je sais, c'est que vous pouvez devenir celui que vous voulez être et que vous pouvez recréer un monde de souvenirs lumineux. Bien pensé et bien dit, Miss R. Je suis justement en train de paver avec ferveur mon enfer. Monsieur, oui, je pose les pierres des bonnes intentions. Je sais qu'elles seront incorruptibles et que mon but sera différent de celui qu'il a été. Et meilleur? Et meilleur. Vous semblez douter de moi, mais je ne doute pas. Je sais à quoi j'aspire. Je n'ignore pas mes raisons. Aussi, je promulgue une loi qu'il est impossible de transgresser pour prouver la pureté de mes intentions. Le sont-elles si vous avez besoin d'une loi pour leur donner du poids? À situation exceptionnelle, Miss R, loi exceptionnelle. Dangereuse maxime qui peut conduire aux abus. Sentencieux philosophe. Mais je jure de ne point commettre d'abus. Vous êtes homme et faillible. En effet, vous aussi. Et alors? L'être humain n'a pas le droit de s'arroger le pouvoir de la divinité. Quel pouvoir? Celui de dire d'une action étrange, insolite, qu'elle soit justifiée. Qu'elle soit justifiée. Les mots vrais, c'est vous qui les aurez dits. Alors qu'elle puisse être justifiée, dis-je en me levant. J'éprouvais un certain malaise de cette conversation que je ne saisissais plus. Je ne pénétrais plus les intentions de mon interlocuteur en ce moment, et ce sentiment d'ignorance me donnait une incertitude malheureuse. Où allez-vous? Mettre Adèle au lit. Il est tard pour elle. Et puis, vous avez peur de moi, parce que je parle comme un sphinx. Vous êtes, en effet, énigmatique. J'en suis désorienté, mais non effrayé. Vous avez peur. Votre amour-propre redoute une bévue. En un certain sens, je veux me garder de dire des sottises. Si vous en disiez, vous les diriez avec tant de sérieux et de calme que je les prendrais pour la voix de la raison. Ne riez-vous jamais, Miss R? Non, ne répondez pas. Je comprends. Vous pourriez rire d'un rire heureux. Vous n'êtes pas naturellement austère que je ne suis naturellement pervers. La contrainte de Lowood a modéré vos gestes, amorti votre voix, étouffé votre nature. Et en présence d'un homme, fût-il votre frère, vous redoutez de vous abandonner. Mais j'espère que vous deviendrez vous-même avec moi, aussi peu conventionnel que je le suis avec vous. Vous me donnez l'impression d'un oiseau en cage, captif, résolu, vif et sans repos, qui monterait comme l'alouette s'il était libre. Êtes-vous fermement décidé à partir?
Il a sonné 9 heures, monsieur. Qu'importe. Attendez un instant. Adèle n'est pas prête à aller au lit. Elle vient seulement de découvrir sa robe de soie rose, et elle est sortie pour que Sophie l'aide à se parer. Elle a la coquetterie dans le sang, dans la moelle des os. Dans un moment, elle va revenir se faire admirer. Et je verrai Céline Varens, en miniature, telle qu'elle apparaissait sur la scène. Mais cela est sans importance. De toute façon, mes tendres sentiments vont recevoir un choc, j'en ai l'intuition. Restez, au moins, pour constater que je ne me trompe pas. Elle entra, transformée en effet, radieuse dans sa jupe large et ses ballerines de satin blanc. « Est-ce que ma robe me va bien? Et mes souliers? Je crois que je vais danser. » Elle dansa, en effet, tourna sur les pointes autour de Mr. Rochester, puis s'inclina devant lui dans une profonde révérence. « Monsieur, je vous remercie 1000 fois de votre bonté. » Et se relevant, elle ajouta, « C'est bien ainsi que faisait maman, n'est-ce pas? » Précisément. Et ainsi qu'elle a charmé pour les faire sortir de mes poches de drap anglais les bons louis d'or anglais qu'elles contenaient. Car je fus naïf, Miss Eyre. Mais mon printemps s'est fané, laissant entre mes doigts cette petite fleur de France que j'aimerais parfois rejeter, car connaissant le sol où elle a germé, je sais trop bien qu'on ne peut le fertiliser qu'avec de la poudre d'or. Et je n'ai qu'une demi-affection pour ce bouton de rose, particulièrement lorsqu'il est aussi artificiel qu'en cet instant. Si je le garde, c'est que j'incline à croire avec les catholiques qu'une seule bonne action peut racheter bien des péchés. Je vous expliquerai tout cela un jour. Et maintenant, bonsoir. Chapitre 15. Il me l'expliqua, en effet, à quelque temps de là. Nous nous promenions dans le parc, Adèle et moi. Nous le rencontrâmes par hasard, et tandis que l'enfant s'égayait dans les allées avec Pilote, il fit route à mes côtés. Il me raconta qu'Adèle était la fille d'une danseuse, Céline Varens, pour laquelle il avait nourri ce qu'il appelait une grande passion. Céline y avait répondu avec plus d'ardeur encore. « Eh, Miss Eyre, je fus si flatté de la préférence de cette nymphe de Paris pour un gnome anglais que je l'installai dans un hôtel, lui donnant des domestiques, un équipage, des toilettes, des diamants. Bref, j'entrepris de me ruiner dans les règles de l'art, comme n'importe quel niais amoureux. Comme je le méritais, j'eus le sort d'un niais. Passant chez elle un soir, sans être attendu, je la trouvai sortie. Lassé d'avoir erré dans Paris, je m'assis dans son boudoir, heureux d'y respirer sa présence dans un parfum de musc et d'ambre, qui n'était pas précisément une odeur de sainteté. Mais bientôt, j'étouffai dans ces effluves de serre et sortis sur le balcon. C'est alors que je la vis arriver en galante compagnie. Connaissez-vous la jalousie, Miss Eyre? Quelle question inutile. Vous ignorez tout de l'amour. Vous croyez que l'existence est un flot paisible qui vous berce doucement, et les yeux clos, vous ne savez pas les roches émergées, ni la cruelle écume qui bouillonne à leurs pieds. Mais vous parviendrez un jour dans l'étroit défilé où les tourbillons vous brisent sur les pierres. Parfois pourtant, une vague puissante vous portera jusqu'au havre qui m'accueille à présent. J'aime cette journée, ce ciel d'acier. J'aime la rigueur et l'impassibilité de la terre sous la carapace du gel. J'aime Thornfield, son ancienneté, sa solitude, ses vieux arbres, ses murs gris. Et pourtant, pendant bien longtemps, j'en ai haï la seule pensée.
Comme je hais encore, il se tut, serra les dents et s'arrêta au milieu de l'allée, comme si l'envahissement d'une haine brûlante le changeait en statue. Comme je n'en ai jamais revu depuis. Son regard brun s'affolait de sentiments contradictoires. La douleur et la honte, la colère et le dégoût. Puis cette montée sauvage se pétrifia en dureté, en volonté résolue. Il poursuivit. Je viens de faire le point avec ma destinée, Miss Eyre. Elle était là qui me disait, en cet instant, « Aimes-tu ton fille ? Aime-le si tu le peux. Aime-le si tu l'oses. » Et j'ai répondu, « Je l'aimerais, j'oserais l'aimer. Je tiendrai parole, je vaincrai les obstacles au bonheur et à la bonté, oui, à la bonté. De même que le Léviathan a brisé la lance, j'abattrai comme un bois pourri les remparts que les autres croient des reins. » Je m'aventurais à ramener la conversation là où il l'avait interrompue sur Céline Varens. Je m'attendais à une rebuffade pour ma question inopportune, mais au contraire, l'ombre se dissipait du regard qu'il tourna vers moi. C'est vrai, je l'avais oublié. Eh bien, lorsque je reconnus mon rival, ma passion tomba brutalement. C'était un jeune vicomte, vicieux et stupide, que j'avais rencontré en société, et que le mépris le plus absolu m'empêchait de haïr. Une femme qui trahissait pour un tel homme ne pouvait valoir mieux. Leur conversation acheva de confirmer ma répulsion. La mâle beauté dont Céline se disait éprise devint, dans sa bouche même, une difformité. Leur mesquinerie n'osait pas m'attaquer plus vigoureusement. Il est étrange, jeune fille, qu'un homme tel que moi raconte des histoires au sujet de sa maîtresse à une jeune fille aussi bizarre et inexpérimentée que vous. Plus étrange encore que vous m'écoutiez comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pourtant, il est nécessaire que nous parlions, vous et moi. Car je ne désire ni ne saurais porter atteinte à votre pureté, alors que vous, en revanche, pouvez me la faire partager. Adèle accourut alors. « Monsieur, John me prie de vous dire que votre régisseur vous attend. » Il faut dès lors que je sois bref. Je rompis avec Céline malgré ses larmes, ses protestations véhémentes, ses implorations déplacées. Je la congédiai avec la somme nécessaire à ses besoins immédiats. Puis je me battis en duel avec l'homme, logeai une balle dans son bras étiolé et crus que j'en avais fini avec cette équipe. Malheureusement, 6 mois auparavant, Céline avait donné le jour à Adèle, qu'elle affirmait être ma fille. Elle l'est peut-être. Quoique Pilote me ressemble davantage. Mais quelques années après notre rupture, j'appris qu'elle était partie avec un musicien en abandonnant l'enfant. Eh bien, que certain de n'être pas le père. La sachant dans le dénuement, je l'ai recueillie, et Mrs. Fairfax vous a découverte pour l'élever. Mais maintenant que vous savez la vérité, vous allez peut-être me demander de chercher une autre gouvernante, non? Non. Adèle n'est responsable ni des fautes de sa mère, ni des vôtres. Je l'entourerai davantage, au contraire. La sachant abandonnée par sa mère, désavouée par vous. Pourquoi préférerais-je l'enfant gâté d'une famille riche, considérant sa gouvernante comme une gêneuse, à une enfant solitaire qui en attend l'affection? Ah, c'est ainsi que vous voyez les choses. Bien. Il faut que je rentre à présent. Lorsque je fus à mon tour rentré avec Adèle, je la pris sur mes genoux et guettai, mais en vain, la moindre ressemblance avec Mr. Rochester.
Mais ce ne fut que le soir, dans la tranquillité de ma chambre, que je revécus intensément le récit que m'avait fait Mr. Rochester. Je m'attardais peu à son aventure, assez banale en somme, d'homme du monde trompé par une danseuse, ce qui devait être monnaie courante dans la société. En revanche, je restais frappé de l'émotion qu'il avait saisie en parlant de Thornfield, du bonheur nouveau qu'il y découvrait. Je n'y trouvais pas d'explication. Puis je méditais sur son attitude. Il avait changé à mon égard et montrait une humeur plus égale. Ses accès de froideur hautaine lui avaient passé. Il trouvait toujours un mot gentil, un sourire, comme si nos rencontres lui faisaient plaisir. Et lorsqu'il me faisait demander, son accueil chaleureux me donnait le sentiment que ma compagnie le distrayait, comme la sienne m'enrichissait. Je parlais peu, mais je m'enchantais à l'écouter. Il était naturellement expansif, et il aimait à initier mon esprit ignorant, et à m'ouvrir toutes sortes d'horizons neufs. Sa façon aisée me libérait de mes contraintes, sa franchise m'attirait. J'en venais à le considérer davantage comme un ami que comme un maître. De temps en temps, il se montrait encore autoritaire, mais c'était sa manière, je le savais, et cela ne me heurtait pas. Il avait élargi mon étroite destinée, apporté un bonheur inconnu. Il remplissait si bien ma vie que j'avais perdu la nostalgie d'avoir une famille et que je m'épanouissais physiquement. Mr. Rochester était-il toujours laid à mes yeux? Non. Regarder son visage était devenu pour moi une contemplation heureuse. Sa présence me réchauffait plus que le feu le plus brillant. Je connaissais ses défauts. Il était orgueilleux, sarcastique, sévère à toute infériorité, sujet à une humeur changeante. Plus d'une fois, je l'avais trouvé seul dans la bibliothèque, la tête entre ses bras, et, lorsqu'il la relevait, un air morose et menaçant accusait ses traits. Mais je savais de quelle étoffe il était fait, qu'il avait des principes élevés, des goûts nobles, et que seule une destinée contraire avait fait de lui un homme dur. Je souffrais de sa souffrance, quelle qu'elle fût, et j'aurais tout donné pour l'assumer à sa place. Je me retournais dans mon lit, en proie à l'insomnie. Qu'avait-il voulu dire, figé sur ce chemin, lorsqu'il affirmait que le sort le mettait au défi d'être heureux, à Thornfield? Allait-il repartir? Mrs. Fairfax se plaignait qu'il ne restât jamais plus de 15 jours au manoir. Il était là depuis 8 semaines déjà. S'il allait repartir au printemps, combien les beaux jours en seraient obscurcis. Quel vide douloureux il laisserait. Pourquoi? Me demandai-je. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'écarte de sa maison? Je ne sais si je m'endormis dans ces rêveries, mais je me dressai soudain, assez bien réveillé, pour entendre un murmure singulier et lugubre non loin de moi. Je regrettais d'avoir soufflé ma bougie. La nuit était noire et mon cœur était triste. J'essayais de me rendormir, mais l'angoisse accélérait mon pouls. La pendule du hall sonna 2 heures. À cet instant, il me parut qu'une main frôlait ma porte en tâtonnant pour suivre le corridor dans l'ombre. « Qui est là ?» dis-je. Nulle réponse. J'étais glacé d'effroi. Puis je songeais que ça avait pu être Pilote. Cette idée m'apaisa un peu. Je me recouchai. Et, le silence étant revenu, absolu, je m'assoupis de nouveau. Mais il était écrit que je ne dormirais pas ce soir-là. Un rire démoniaque, étouffé, profond, parut traverser le trou même de ma serrure. La tête de mon lit se trouvant près de la porte, je crus que l'on avait ri à mon oreille. Je me levai
et regardais autour de moi, mais ne vis rien, lorsque ce rire atroce sonna de nouveau. On était derrière ma porte. Ma première impulsion fut d'aller tirer le verrou. Ma seconde d'appeler une fois encore. « Qui est là ?» Un gloussement, un gémissement, puis un bruit de pas remontant vers le 3e étage. Une porte qui se fermait sur le couloir. Le silence enfin. Était-ce Gracepool? Était-elle possédée? Je ne pouvais plus rester seule et décidai d'aller vers Mrs. Fairfax. J'ouvris ma porte d'une main tremblante après m'être hâtivement vêtue. Une chandelle brûlait posée à même le tapis du corridor. Cela m'étonna. Puis je fus bien davantage surprise de respirer un air épais, de sentir une odeur de roussi. Une porte craqua, et je vis alors filtrer de la fumée de la chambre de Mr. Rochester. J'oubliais Mrs. Fairfax et le rire de Gracepool, et je me précipitai chez lui. Les flammes léchaient son lit, les rideaux étaient en feu, tandis qu'il dormait profondément dans cette fournaise. « Réveillez-vous » criai-je en le secouant. Mais il murmura et se tourna vers le mur, engourdi qu'il devait être par la fumée. Mais ses draps déjà prenaient feu. Je saisis son broc, l'aspergeai d'eau, courus chercher le mien, l'inondai à plusieurs reprises et parvint à maîtriser les flammes. Il finit par se réveiller. Je le sus à l'entendre fulminer d'étranges anathèmes en se retrouvant dans ce marécage. « Y a-t-il une inondation ?» dit-il. « Non, mais bel et bien l'incendie. Levez-vous, vous êtes trempés. Je vais aller chercher une bougie. Par tous les saints de la création, est-ce vous, Jeannère? Qu'avez-vous fait de moi, jeune sorcière? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la chambre avec vous? Avez-vous comploté de me noyer? Je vais aller chercher une bougie, mais levez-vous, je vous en supplie. Quelqu'un, en effet, a dû comploter quelque chose. Vous feriez bien d'éclaircir cela au plus vite. Bien, courez. Je me changerai pendant ce temps. Je revins avec la chandelle qui était restée dans le couloir. Il me la prit des mains, examina son lit, les draps trempés, les rideaux calcinés, la mare sur le tapis. « Qui a fait cela ?» dit-il. Je lui contai brièvement le rire lugubre que j'avais entendu, le bruit de pas remontant vers le 3e étage, l'odeur de roussi et la fumée qui m'avait conduite à sa chambre, puis comment je l'avais inondée. Il m'écouta gravement. Son visage exprimait plus de tristesse que d'étonnement. Puis il resta silencieux. « Dois-je appeler Mrs. Fairfax ?»« Mon Dieu, non. Que peut-elle faire? Laissez-la dormir. »« Ou Lee? Ou John ?»« Non, personne. Restez seulement bien tranquille. Si vous avez froid, prenez mon manteau. Asseyez-vous dans ce fauteuil et posez vos pieds sur le tabouret. Je vous quitte un instant. Je suis obligé de prendre la bougie. Attendez-moi, et ne faites pas plus de bruit qu'une souris. Je dois monter au 3e. Je vous en prie, surtout n'appelez personne. » Il disparut. Je suivis la lumière des yeux. Lorsqu'il eut refermé la porte du couloir, je fus dans l'obscurité totale. Je tendis l'oreille, mais n'entendis rien. Un temps assez long s'écoula. Je devenais nerveuse. J'avais froid, malgré son manteau. J'étais sur le point de me lever, lorsque des pieds nus glissèrent sur le tapis, et une lueur vacillante se rapprocha. J'espère que c'est bien lui, et non quelque chose qui se prépare encore. Il rentra, pâle et désolé. « C'est bien ce que je pensais, » dit-il. « Comment, monsieur ?» Il ne répondit pas. Puis au bout d'un instant, « J'ai oublié de vous demander si vous aviez vu quelque chose en sortant de votre chambre. »« Non, seulement la bougie sur le tapis. »
Mais vous avez entendu un rire singulier. Et je pense que ce n'était pas la première fois. En effet, monsieur, c'est la femme qui fait de la couture, Grace Poole, qui rit de la sorte. C'est une curieuse personne. Vous avez deviné juste, Grace Poole. C'est en effet une très curieuse personne. Je réfléchirai à son cas. Je suis content que vous soyez seul à connaître les incidents de cette nuit. N'en parlez pas. Je trouverai une explication plausible à cela, dit-il en désignant le lit. Et maintenant, retournez dans votre chambre. J'irai dormir dans la bibliothèque. Il est presque 4 heures. Dans 2 heures, les servantes seront levées. Alors, bonne nuit, monsieur, dis-je en m'éloignant. Il parut surpris, comme s'il ne venait pas de me dire de me retirer. Quoi? Vous me quittez déjà, et de cette manière? Vous m'avez dit que je pouvais retourner dans ma chambre, monsieur. Oui, mais pas sans me dire au revoir, pas sans un mot gentil, pas de cette façon sèche. Vous venez de me sauver la vie, et vous me quittez comme un étranger. Au moins, donnez-moi la main. Il prit la mienne dans les 2 siennes. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis heureux d'avoir une dette si grande envers vous. Envers tout autre, elle me pèserait. Mais vous, c'est différent. Vos bienfaits ne me seront jamais un fardeau, Jane. Il se tut et me regarda. Ses lèvres tremblaient. Bonne nuit, monsieur. Dans le cas particulier, il n'y a ni dette, ni bienfait, ni fardeau. Je savais que vous deviez me faire du bien un jour ou l'autre. Je l'ai lu dans vos yeux la première fois que je vous ai vu. Ce n'est pas par hasard que leur expression, leur sourire sont entrés si profond dans mon cœur. On parle de sympathie spontanée, de bon génie. Il y a une vérité dans les fables les plus folles. Ma bonne étoile bien-aimée, bonne nuit. Il y avait une ferveur dans sa voix, une chaleur inusitée dans ses yeux. Je suis heureuse d'avoir été éveillée, dis-je en me retirant. Comment? Vous voulez partir? J'ai froid. Froid? Oui, c'est vrai, vous êtes debout dans une mare. Partez, alors Jane, partez. Mais il tenait toujours ma main. J'eus recours à un expédient. Je crois que j'entends Mrs. Fairfax, monsieur. Eh bien, allez, dit-il en desserrant les doigts. Je ne pus retrouver le sommeil. Une mer inquiète roulait en moi des vagues d'espérance, de joie, puis la raison venait lutter contre la passion. Son flot se brisait contre mon bon sens. Trop ému pour me reposer, j'étais debout à l'aube. Chapitre 16. Au lendemain de cette nuit mouvementée, j'étais partagé entre la crainte et le désir de voir Mr. Rochester. J'avais besoin d'entendre sa voix, peur d'être sous son regard. Pendant la leçon du matin, j'espérais vaguement sa visite, bien qu'il ne vînt pas souvent à la salle d'études. Mais la matinée s'écoula comme à l'ordinaire. Rien n'interrompit nos paisibles leçons. J'avais seulement saisi les exclamations des domestiques devant la chambre de Mr. Rochester. Quelle bénédiction qu'il n'ait pas flambé dans son lit! C'est toujours dangereux de garder une bougie allumée la nuit. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Tandis que je passais devant la chambre à l'heure du repas, je vis un grand branle-bas de nettoyage. Tout était presque rentré dans l'ordre. Lit faisait les vitres ternies par la fumée. Près du lit, une femme cousait des anneaux à des rideaux neufs. C'était Grace Poole. Elle était, comme de coutume, posée, taciturne, appliquée à son travail. Son visage sans charme, aux traits épais, ne trahissait nullement l'angoisse et le désespoir
qui semble devoir suivre une tentative de meurtre. J'en étais confondu. Et tandis que je la fixais intensément, elle leva les yeux, mais ne sursauta ni ne rougit. Elle me dit « Bonjour, Miss Eyre », à sa manière habituelle, abrupte et flegmatique, puis continua son ouvrage. « Je vais la mettre à l'épreuve, pensai-je. Une indifférence pareille est au-delà de ma compréhension. « Bonjour, Grace. Que se passe-t-il » J'ai entendu tout un remue-ménage il y a un moment. Le maître s'est endormi en lisant, et sa chandelle a mis le feu au rideau. Par bonheur, il s'est réveillé avant que les boiseries ne prennent feu à leur tour. Et il l'a éteint avec l'eau des brocs. Comme c'est curieux, dis-je en la fixant. Comment se fait-il que Mr. Rochester n'ait appelé personne, et que personne ne l'ait entendu bouger? Cette fois-ci, une sorte de méfiance brilla dans son regard. Les domestiques ne dorment pas sur l'étage. Ils ne pouvaient donc rien entendre. La chambre de Mrs. Fairfax et la vôtre sont les seules proches de celle du maître. Et Miss Fairfax dit qu'elle n'a rien entendu. À son âge, on a souvent le sommeil lourd. Puis, d'un ton plein de sous-entendus. Mais vous êtes jeune, et je pense que vous avez le sommeil léger. Peut-être avez-vous entendu du bruit? Oui, répondis-je en baissant la voix à cause de lit. J'ai d'abord cru que c'était Pilote. Mais Pilote ne rit pas. Et je suis bien sûre d'avoir entendu rire d'étranges manières. Elle enfila une aiguille d'une main qui ne tremblait pas, puis fit remarquer avec un calme parfait. Il y a peu de chances que le maître ait ri devant ce danger. Vous avez dû rêver, Miss Eyre. Je ne rêvais pas, dis-je avec ardeur, car sa froideur m'excitait. Elle m'adressa à nouveau un regard scrutateur. Avez-vous dit au maître que vous avez entendu rire? Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler aujourd'hui. Et vous n'avez pas eu l'idée d'ouvrir votre porte pour regarder dans le couloir? Elle semblait me faire subir un interrogatoire. Il me vint à l'idée que si elle pensait que je la soupçonnais, elle pourrait me jouer quelques mauvais tours. Je répondis sur la défensive. Bien au contraire, j'ai tiré mon verrou. Ne le faites-vous pas chaque soir? Monstre! Elle voulait connaître mes habitudes pour en tirer parti. L'indignation l'emporta sur la prudence, et je repartis vivement. Jusqu'à ce jour, j'ai souvent négligé de le faire. Je n'imaginais pas qu'on pût courir ici quelques risques, mais dorénavant, j'y veillerai. Oui, ce serait plus sage. Les environs sont tranquilles, et je n'ai jamais entendu parler de tentative de cambriolage. Mais il y a ici des trésors d'argenterie. Peu de personnel pour une demeure aussi grande. Le maître est rarement là. Aussi, il suffit d'une fois. Un loquet est vite tiré. C'est aussi bien d'avoir une porte bien fermée entre soi et un éventuel danger. On a beau se fier à la providence, mieux vaut l'aider un peu. Elle n'avait jamais déployé tant d'éloquence, et j'étais tout à fait bouleversé d'une maîtrise de soi aussi miraculeuse, et d'une hypocrisie aussi incommensurable, quand la cuisinière entra. « Mrs. Poole, descendez-vous pour le repas. »« Non, je monterai avec le plateau. Donnez-moi seulement ma bière et un morceau de pudding. » La cuisinière se tourna alors vers moi et me dit que Mrs. Fairfax me demandait. J'allais la rejoindre. J'entendis à peine son récit sur le début d'incendie, tant le caractère énigmatique de Grace Poole me préoccupait, et bien davantage encore sa position à Thornfield. Je me demandais pourquoi on ne lui avait pas donné son congé le matin même,
Mr. Rochester paraissait presque convaincu de sa culpabilité. Quelle raison mystérieuse le retenait-elle de la dénoncer? Pourquoi m'avait-il demandé le silence? Il me semblait insolite qu'un homme comme lui, courageux, hautain, vindicatif, fût à la merci de la plus humble de ses servantes au point de ne pas oser le moindre châtiment. Si Grace avait été jeune et belle, j'aurais été tenté de croire que quelques sentiments tendres inclinaient Mr. Rochester à l'indulgence. Actuellement, cela semblait impossible. Mais Mrs. Fairfax m'a dit qu'elle était ici depuis de nombreuses années. Elle devait être jeune en même temps que son maître. Elle n'a jamais pu être jolie. Mais Mr. Rochester aime les tempéraments décidés et originaux. Elle est pour le moins originale. Peut-être qu'un caprice ancien l'a mis en son pouvoir et qu'elle garde sur lui une influence dont il n'ose s'affranchir. Arrivé à ce point de mes réflexions, ma mémoire m'imposa un portrait si véridique de Grace Poole, de sa silhouette massive, de son visage terne, vulgaire, dépourvu de toute amabilité, que je me dis « Non, c'est impossible ». Mais une petite voix insinua « Tu n'es pas belle non plus, mais peut-être ne lui déplais-tu pas. Du moins, as-tu souvent eu cette impression ? Et la nuit passée, souviens-toi de ses mots, de son regard, souviens-toi de sa voix. » Adèle dessinait. Je me penchai pour une correction. Elle me regarda avec étonnement. « Qu'avez-vous, mademoiselle? Votre main tremble, et vous êtes rouge comme une cerise. » J'ai eu chaud à me tenir penchée, Adèle. Elle se remit à dessiner, moi à rêver. J'écartai avec dégoût la pensée de Grace Poole. Le soir vient, me dis-je, et je n'ai entendu ni son pas, ni sa voix aujourd'hui. Mais je le verrai sûrement avant la nuit. Cette attente en moi s'impatientait. Quand vint le crépuscule et qu'Adèle fut allée jouer avec Sophie, je demeurai aux aguets. J'épiais la sonnette et les bruits de pas. Je fixais la porte en espérant la voir s'ouvrir. J'avais tant de choses à lui dire ce soir. Enfin, une marche craqua. Ce n'était que Lee qui venait m'annoncer que le thé était servi. Je fus heureuse de descendre au rez-de-chaussée. Cela devait, me semblait-il, me rapprocher de sa présence. « Vous devez être contente de prendre le thé maintenant, » me dit Mrs. Fairfax, lorsque j'entrai. « Car vous n'avez presque rien mangé à midi. Vous n'avez pas l'air bien. Vous paraissez fiévreuse. » Je ne me suis jamais sentie si bien, je vous assure. La nuit tombait, elle baissa le store. « Il fait beau, quoiqu'il n'y ait pas d'étoiles. En somme, Mr. Rochester a une belle journée pour son voyage. » « Son voyage ? Je ne savais pas qu'il était parti. » « Dès après le petit déjeuner. Il est allé à Leas, à 10 milles de Millcote, chez Mr. Eshton. Je crois que c'est une grande réception. Lord Ingram y sera. Sir George Lynn. Est-ce qu'il rentre ce soir? Non, ni demain. Vraisemblablement, il restera là-bas une semaine ou plus. Quand les gens du monde se retrouvent dans une telle ambiance de gaieté et d'élégance, ils ne sont pas pressés de se séparer. Et Mr. Rochester est un favori, surtout des dames, parce que c'est un brillant causeur, et peut-être aussi parce qu'il a de la fortune et du sang noble. Y a-t-il beaucoup de dames à Leas? Mrs. Eshton et ses 3 filles, des élégantes en vérité, Blanche et Mary Ingram, des beautés.
Il y a 5 ou 6 ans, Mr. Rochester a donné ici un bal pour Noël. La salle à manger était somptueusement décorée. Et il y avait bien 50 personnes. Blanche, qui avait alors 18 ans, était incontestablement la reine de la soirée. Comment était-elle? Racontez-moi. Grande, mince, un cou de cygne, des attaches fines, un teint clair et des yeux un peu comme ceux de Mr. Rochester, larges et sombres, des cheveux ailes de corbeau, retombant en longues boucles. Elle avait une robe blanche et une écharpe couleur d'ambre qui passait de son épaule à sa taille. Elle était très admirée, bien sûr. Oui, non seulement pour sa beauté, mais encore pour ses dons. Elle a chanté en duo avec Mr. Rochester. Mr. Rochester, je ne me serais jamais douté qu'il chantât. C'est une très belle basse, et il est très musicien. Et Miss Ingram? Oh, elle chante délicieusement. Je ne m'y connais guère en musique, mais j'ai entendu dire par Mr. Rochester qu'elle avait des dons remarquables. Et cette personne idéale n'est pas encore mariée? Il ne semble pas. Ni sa sœur ni elle n'ont de grosses dots. C'est le fils aîné qui a hérité des biens. Mais je m'étonne qu'un homme ayant de la fortune ne se soit pas épris d'elle. Mr. Rochester, par exemple, il est riche, n'est-ce pas? Oui, certes, mais il y a entre eux une très grande différence d'âge. Il approche de la quarantaine. Elle n'a pas 25 ans. Ça a peu d'importance. On voit tous les jours des mariages où la différence est plus grande encore. C'est vrai, mais je ne pense pas qu'il y ait jamais songé. Vous ne mangez décidément rien. Non, j'ai trop soif pour pouvoir manger. Merci. Adèle entra et la conversation prit une autre tournure. Rendu à la solitude, je poursuivis mon monologue sur un ton différent. Je fis comparaître devant mon propre tribunal les espoirs, les vœux, les sentiments qui m'agitaient depuis la nuit précédente, et en vérité, depuis les 15 derniers jours, et j'entrepris de me sermonner. Jamais plus grande folle que Jeanne Eyre n'a vu le jour. Jamais plus fantastique idiote ne s'est nourrie de doux mensonges et n'a bu le poison le plus dangereux, ayant le goût du nectar. Toi, plaire à Mr. Rochester? Toi, avoir pour lui une quelconque importance? Allons, ta bêtise me répugne. Prendre la courtoisie d'un homme du monde pour une inclination. Sottise. Se laisser tourner la tête par les compliments d'un supérieur qui ne peut avoir l'intention de vous épouser. Faiblesse. Il faut bien de l'égarement au cœur des femmes pour laisser grandir un amour non partagé qui épuise la vie dont il se nourrit. Et cet amour impossible serait-il payé de retour que, tel un feu follet, il ne mènerait qu'à la fange des marais où l'on s'enlise? Écoutez, Jeanne Eyre, pour votre punition, vous ferez demain votre portrait, fidèlement et sans indulgence, et vous écrirez au-dessous « Portrait d'une pauvre institutrice, sans famille, ni beauté ». Puis, sur un morceau d'ivoire, vous peindrez la plus ravissante créature qui soit, avec des yeux de velours et des boucles de jais. Vous n'oublierez pas les plus riches parures, et vous écrirez au-dessous
blanche, demoiselle de qualité. Et quand vos divagations vous reprendront, vous mettrez les deux portraits côte à côte. » Cette décision me rendit mon calme et je m'endormis. Je tins parole, fis mon portrait au fusain et une miniature délicate et imaginaire de Blanche Ingram. Le contraste était assez grand pour me maintenir la tête froide. Ce travail m'avait sainement occupé. Il devait m'aider à supporter, dans un proche avenir, des épreuves auxquelles je n'étais pas préparé.